Ou ça aussi, ça c'est une œuvre de jeunesse, ça. Alors, cette œuvre pourrait être baptisée 50 Shades of Rock. On n'est pas loin du blasphème, les gars. Allez, cul sec, mais grave. Hey, toute l'œuvre offre une variation du thème des rochers dans les motifs et symboles. Ah, par contre, voilà. C'est vrai que les rochers, d'un point de vue symbolique, il y a des choses à dire. Bon, par contre, peut-être qu'ils vont un peu plus expliquer certaines choses. Alors, d'un certain courant de pensée chrétienne, et notamment chez les franciscains qui ont commandé cette œuvre, le Christ serait une montagne taillée d'une main non humaine. Oui, ça c'est... Oui, tout à fait. Là, du coup, ouais, je peux rien dire, effectivement. Ouais. La roche éclatée, aride, déchiquetée que Léonard n'est autre qu'une représentation de la passion du Christ. Oui, là, tu vois, là, c'est logique. Enfin, moi, ouais. D'où le traitement particulièrement expressif que Léonard fait de la roche, et ce grand vide au premier plan dans lequel le destin se précipite. Ah bah, on retrouve, comme tout à l'heure avec Anne et la Vierge, tu vois, tu retrouves le précipice, là. On retrouve ça, en bas. Et donc là, t'as... attends, c'est Saint-Jean... Non, là, c'est le Christ, parce qu'il fait le geste de bénédiction, et là, pour moi, c'est Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste qui est souvent dans les jupes hein, de Marie aussi. Hein. Oh, par contre, là, je trouve qu'il y a un gros problème de... c'est marrant, parce que pour moi, vu le visage, tu vois, entre la main, la taille du visage, je trouve qu'il y a un petit problème de proportion, pour moi. Enfin, là, il y a un truc... Là, ce personnage, il me gêne terriblement. Il y a un truc dans le... comment dire, dans le... Enfin, après, c'est peut-être, justement, c'est encore une œuvre de jeunesse, mais tu sens, là, il y a plusieurs choses qui vont pas. Hein. Enfin, tu vois, le bébé, il est quasiment, question visage, il est aussi, quasiment aussi grand que l'ange. Enfin, voilà, il y a 2-3 trucs, ouais. Tu sens que ça tâtonne encore, hein. Tu vois, c'est pas un génie, dans le sens où... ce que nous, on appelle aujourd'hui un génie, c'est tout comme on parle de gens, ouais, qui sont talentueux, mais de naissance, machin. Non, c'est... Tu montes en compétence, t'apprends des trucs en fait. Hein. C'est pas hop, je sais faire une peinture à l'huile cache. Là, tu sens la progression là. Hein. Tu vois que c'est une œuvre de jeunesse hein, dans le traitement par rapport à rien que le tableau qu'on a vu avant. Il faut boire un coup à chaque fois qu'il y a écrit génie. Oui, on boit un canard à chaque fois qu'il y a marqué génie. Donc après, c'est l'adaptation du canard que tu veux, avec ou sans alcool. Ah mais après le sucre par contre t'as intérêt après à faire du sport pour éliminer tout le sucre. Alors je tourne au café, je veux bien mais dans ce cas je dors pas ce soir. J'avoue on dirait le doigt d'E.T. Mais oui, mais tout à fait. Hop. Alors la roche... La scène que la tradition décrit dans un désert est projetée par Léonard dans un décor presque surnaturel qui évoque une théorie fascinante de l'artiste, l'anatomie du corps de la Terre. Léonard a en effet plusieurs fois émis l'idée que l'eau, la roche, les sources s'assimilent aisément aux veines, aux os, au cœur de la Terre. Il semble en faire ici illustration. La scène représentée est une savante composition. Oui, mais c'est pour pas dire génial, je pense. Léonard parvient à articuler l'histoire de la rencontre de Saint Jean-Baptiste avec le Christ dans une symphonie de regards qui distribue l'action. Oui. Le bras droit de la Vierge introduit Saint Jean-Baptiste dans l'espace de l'enfant Jésus, tandis qu'elle place sa main gauche en signe de protection au centre de la composition. Gabriel redirige notre regard vers Saint Jean-Baptiste en pointant son index vers l'enfant qui, malgré son placement en hauteur, s'agenouille respectueusement devant le Christ qui le bénit. Cette position inférieure donnée à Jésus vaut d'ailleurs à l'œuvre d'être refusée une première fois par les commanditaires qui jugeaient l'importance de Saint Jean-Baptiste excessive. Une auréole en plus et un doigt en moins, voilà l'œuvre acceptée. Je le vois pas, le nimbe. Oui, parce qu'il parle d'auréole, mais le vrai mot, c'est nimbe. Les auréoles, c'est sous les bras. Non, c'est vraiment nimbe pour... Ouais, je la vois pas.
Elle doit y être, hein, mais elle est trop fine. D'accord. Toc. Ah, j'aime bien ce genre de choses. C'est quand c'est du travail de... C'est une esquisse en fait. Alors, pigments sur papier. Alors, cette œuvre, hélas inachevée de Léonard, ne manque pas de surprendre par l'enchevêtrement des corps, des figures posées les unes sur les autres. Comment tenir dans un espace si restreint? Tout à fait, c'est une question. Tu relativises beaucoup de choses quand tu dois faire tenir tout un truc dans un cadre. Certains spécialistes affirment que Léonard l'aurait abandonné à cause du manque de cohésion, mais il y a une raison à cette promiscuité, c'est l'idée de transmission. Sainte Anne, la mère, donc elle doit être derrière là. Hop, ici la Vierge. Marie et Jésus partagent presque le même corps, du moins le même siège. Bah, ça l'a pas dérangé dans, dans l'autre tableau. La famille au lien étroit est tout ce qu'il y a de plus humain. Oui, merci, on le sait. Un amour maternel sincère, profond et joyeux anime le visage de Sainte Anne, Marie, mais ne raconte pas la même histoire. Celle-ci se déroule en 3 temps. Jésus quitte les genoux de sa mère pour aller bénir Saint Jean-Baptiste, accomplir sa mission. Marie, pleine de modestie et de tendresse, tente de le retenir par amour, car elle sait le destin tragique qui l'attend. Tandis que Sainte Anne regarde Marie avec bonté, mais aussi désapprobation. Elle pointe le ciel avec sa main puissante pour rappeler la mission divine du Christ. D'accord. Ah oui, effectivement, la main, elle est là. Ouais. C'est vraiment très très beau. Hein. Enfin, je trouve qu'il avait un talent pour le dessin, mais... incroyable. Après, je trouve pas que ça manque de cohésion, en fait. Hein. Parce qu'avec la biquette, il était tout en... C'était pareil. Hein. On était bien en cohésion. Mais en tout cas, il avait une manière de représenter les visages, mais je trouve... regarde-moi ça, c'est merveilleux. C'est beau. Enfin... C'est... Là, ouais, là, tu vois... sa capacité à capter... à capter vraiment quelque chose dans les visages. Ah non, c'est l'autre côté, pardon. Oh, ça, je galère avec ce système de... Alors, bon, on va aller voir la scène là-haut, quand même. J'étais tellement dégoûtée que quand j'étais à Milan, j'ai pas pu la voir, je n'ai pas pu réserver. Voilà, donc elle est dans le réfectoire le réfectoire de Sainte Marie Sainte Marie de la Grâce, comment ça se dit? Une maison en italien. Oui, Maria del Grazia à Milan. Et en fait, j'étais... Ah non, c'était pas cette œuvre-là, pardon. Ouais. Et du coup, quand j'étais à Milan, voilà, je voulais trop la voir. Parce que, bon, voilà, forcément, hein, la scène, quoi. Et j'ai pas pu. Je suis tristesse sur 20. Donc, en fait, c'était dans le réfectoire de... C'était quoi? C'était pas des dominicains. C'était quoi, déjà? Si, c'était des dominicains. C'était... donc, en fait, c'est un ordre religieux, comme t'as les franciscains, t'as les dominicains, voilà. Et en fait, les dominicains ont commandé à Léonard en fait, de décorer le réfectoire, en gros. La cantine. Voilà. Pour faire ça, donc l'endroit où ils mangent. Et du coup, le motif, il est nickel. Enfin, tu vois, ça correspond bien à la destination de la salle où tu as voilà, le dernier repas du Christ, donc la scène. Comme ça, quand les frères mangent, ils peuvent penser à tout ça, à penser au dernier repas du Christ. Voilà. Ah oui, il est là. Ah, c'est marrant, Judas, on dirait qu'il a le nez un peu bouffé, parce que il est là, Judas. Oh, alors lui, il a une coupe de cheveux incroyable. Ouais, c'est marrant, là, tu vois la table qui est dressée avec les tréteaux et tout. Ah oui, c'est vrai que c'est au-dessus d'une porte, hein, tout à fait. Alors, longtemps considéré comme le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci malgré son état de conservation douteux.
Il n'y a pas de doute, c'est que c'est pas hyper bien conservé. Il n'y a pas de quiproquo là, les gars. Attends, c'est normal, il bouffait là, donc il y avait des vapeurs, puis c'est de la fresque. Ah oui, non, c'est de la fresque. Alors, comment dire, c'est pas de la fresque par rapport à la véritable technique. C'est de l'huile sur plâtre, mais... c'est de l'huile sur... Enfin, oui, c'est sur du plâtre, c'est sûr, mais je me rappelle pas que c'était aussi de l'huile. Bref. Donc bon, c'est sûr que c'est pas, ça se conserve pas très bien. Donc la scène représente l'instant où le Christ déclare avoir... Pardon. Oh, pardon. Désolé. C'est l'aura du génie qui m'épuise. Alors, cette fresque trône dans le réfectoire du couvent. Donc, les différentes émotions qui sont représentées. Donc, effectivement, on a le Christ qui se détache par rapport aux fenêtres. Donc, toujours la perspective atmosphérique. Donc, tout est dirigé. Donc, les lignes convergent vers lui. Ouais. Ah, le génie frappe à nouveau. Et oui. C'est incroyable, le génie frappe à nouveau. Léonard maîtrise à perfection l'art du portrait. Oui. S'il s'inspire de ses prédécesseurs, il est le premier à... Ah, ça c'est très français ça, hein. On aime les premiers A. C'est les premiers A. On n'est pas sûr, mais on est sûr qu'en fait c'est quand même le premier A. Voilà. Alors ça c'est le truc que je déteste, hein. Je dis tout le temps à mes étudiants, ne me dites jamais s'il est le premier A tant que vous n'avez pas la certitude scientifique que c'est le premier A. Parce que fondamentalement, vous en savez rien. C'est comment vous pouvez être sûr que... Enfin, non, mais ça, c'est un truc qu'ils adorent, en général. Mais c'est très français, hein. On adore être le premier. Alors, il est le premier à confronter avec tant de naturel une palette si variée d'émotions, à individualiser les figures et à placer tous les apôtres d'un même côté. Ah oui, d'accord, par rapport à... Non, mais arrêtez de... Bref, là. Chez Léonard, l'apparente simplicité est plus complexe qu'elle n'y paraît. Ouais, d'accord. C'est un génie. C'est un génie. Je te jure, non mais... J'imagine les gars, ils sont en mode... C'est un génie. Oh. Eh mais arrêtez, calmez-vous, hein. Tout va bien se passer, hein. Je te jure. Même Léonard, je pense qu'il est gêné dans sa tombe, là. Il est en mode, mais arrêtez, vas-y, c'est gênant, là. Il en a marre. Ah là là. Ah, par contre, lui, il a une bonne bouille. En mode vénère. Quoi, qu'est-ce que tu dis? J'aime bien, c'est rigolo. Bref. Ok, alors. Attends. Allez. Voilà. On peut pas aller par là? Faut passer par là, forcément. Hop là, oh là, pardon. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh, je connais pas celle-là. Ça, c'est... pour moi, ça... C'est... En fait, c'est marrant parce que... Mais c'est Saint-Jérôme, ça, non? En fait, c'est le lion qui me fait douter parce que le lion, c'est l'attribut de Marc, l'évangéliste. J'ai un petit doute. Pour moi, ce serait Saint-Jérôme, mais... Saint-Jérôme, yay! En fait, Saint-Jérôme, pour moi, c'est ce côté un petit peu... comment dire? Ermite. Voilà, c'est ce côté ermite qui est très visible là. Enfin, tu sens le personnage qui est proche d'une grotte, qui semble un petit peu... Voilà. Et je sais plus pourquoi il y a un lion. Mais si, il y avait un lion avec Saint-Jérôme. Attends, je sais plus. Alors, 1480. Allez, au Vatican, d'accord. Ouais, je connaissais pas du tout ce tableau. L'histoire de Saint-Jérôme n'est pas gaie. Ah mince. Pour se rapprocher de Dieu, il décide de vivre dans les endroits les plus hostiles, les plus arides, et de faire souffrir sa chair. Il est ici représenté en plein désert, une pierre à la main, le regard implorant, prêt à se frapper à nouveau, la poitrine blessée ouverte. Ah! Mais pourquoi tu te fais ça? Oh, Jérôme! Jérôme est l'allégorie de la souffrance, son corps osseux, émacié et décharné n'est que tension. Léonard va même jusqu'à en exagérer les traits, parce que c'est un génie, comme au niveau du cou pour accentuer sa raideur. On sent ici tout l'intérêt de Léonard pour l'anatomie, même si à cette époque, ses études n'ont pas encore commencé.
Le corps en avant, la tête inclinée, la main repliée, Saint Jérôme implore la pitié de Dieu. Son corps fait écho au paysage, aussi aride et torturé que lui, car ici ce paysage rocheux symbolise la lutte constante de la foi contre les tentations de la chair, contre les méchantes pensées, pour reprendre ces mots. Voilà, ça va là, le texte, ça va encore. Mais après, Léonard fait aussi partie de ces gens qui aimaient, effectivement, donc qui étudiaient l'anatomie et qui a aussi étudié beaucoup de... Enfin, dans ses carnets, et on a énormément d'études anatomiques, notamment tout, hein. Il a étudié notamment des cadavres et tout, il a fait de... Enfin, il a assisté, après, je sais pas si... Je crois pas qu'il l'ait fait lui-même, mais il a... Quoi que j'en sais rien. Tout ce qui est autopsie et compagnie, hein, c'est quelqu'un vraiment de là-dessus, au niveau des sciences, l'anatomie, qui est passionné par ça. C'est même l'un des rares, pour le coup, à avoir représenté des fœtus dans le ventre de leur mère, ou alors des femmes qui allaient accoucher. Enfin, ça, la représentation du coït aussi, hein, c'est quelqu'un qui va représenter toutes ces choses-là, qui va s'intéresser au corps, la manière dont le corps réagit sous différentes actions et voilà, en fonction aussi une femme enceinte ou autre. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'on voit le côté là très inachevé là des mains. Là, tu sens là les mains, hein? Hein, tu sens là, oh là là, là ça me saoule la main. Par contre là ça me va. Par contre, je sais plus pourquoi il y a un lion. Je pense que c'est pas Saint Jérôme avec un lion blessé. Je me demande s'il n'y a pas ça. Je sais plus. Ça fait longtemps. Ah, elle est belle. La belle ferronnière. Très très jolie. Donc là, pareil. Hop, hop, hop. Portrait Renaissance. On est dans ce qu'il y a de plus classique à la Renaissance. Le portrait, le portrait, le portrait. Encore une œuvre teintée de mystère. Alors, est-ce que c'est Cecilia Gallerani, plusieurs années après avoir été déjà peinte par Léonard de Vinci dans La Dame à l'hermine? Peut-être. L'œuvre est réalisée sur un panneau de bois venu du même arbre. Sa ressemblance est troublante et on y verrait presque une ode à la maturité de cette femme, à l'évolution de sa personnalité fatale et sensuelle. Calmez-vous, calmez-vous les auteurs. Et là, excuse-moi, mais voilà, elle a un petit sourire, mais elle tire un peu la gueule quand même, hein, donc calmez-vous, hein. Enfin, gars, avant quoi, et eux, faut pas qu'ils viennent, faut pas qu'ils... Enfin, calmez-vous, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, tu vois, elle habille énorme, voilà, il n'y a pas de... Ah, ils sont chauds, hein. Ah, ou alors c'est peut-être Lucrezia Crivelli, une des maîtresses de Sforza, enfin de Ludovico Sforza. Donc ça, c'est l'époque où Léonard était à Milan et qui était protégé par la famille Sforza à Milan. Duc de Milan, parce que là, à cette époque-là, l'Italie n'est pas du tout un territoire, un État. C'est plein de principautés, plein de duchés qui, en général, se font la guerre en plus. Ils s'embrouillent. Donc bon, les Sforza étaient à Milan. Ah, là n'est finalement pas question. Ah mince, du coup, alors, c'est quoi la question? Le portrait est encore un chef-d'œuvre d'introspection psychologique. Oui, ça c'est oui. Le regard soutenu et provocateur du modèle jauge et juge le spectateur. Ouais. Oui, bon, ok. Moi, j'ai l'impression qu'elle me questionne. Ouais, ok, je peux comprendre. Cette femme aux vêtements et aux bijoux raffinés semble avoir été représentée dans son essence. Dans son essence? Mais ça veut dire quoi? Je comprends pas. Semble avoir été représentée dans son essence. Ça, c'est pas clair du tout, ça. Hein. Il faut pas utiliser des mots, hein, si on sait pas les... Oh, putain, mais arrête, Sabine, de troller, c'était chiant, je sais. Tu vois, je vais me faire bâcher demain sur Twitter. Ouais, comment par les auteurs, ouais, pour qui tu te prends De manière plus forte encore, l'artiste parvient à synthétiser ses recherches dans une œuvre d'une apparente simplicité. Moi, j'avoue, c'est une expression que j'aime bien utiliser aussi, l'apparente simplicité.
Les dégradés et les... Enfin, simplicité, c'est très travaillé quand même, hein. Enfin, bref. Attends, on est où? On est où? Ah, les dégradés, les camions de couleurs chaudes se distinguent à peine et pourtant sculptent le personnage dans un espace uni, infini. L'œuvre demeure néanmoins... Ah, c'est un petit peu quand même, hein, ça... Ah, voilà. C'est attaché à la tradition du portrait flamand. Ben oui. Parce que à Milan, on avait alors il y avait des peintres flamands qui venaient parfois, qui étaient présents. Et donc, en fait, c'est via Milan et aussi via Venise de mémoire, mais surtout via Milan, qu'en fait, en Italie, on a connu, vraiment, on a exploité à fond. C'est la peinture à l'huile. Et après, ça s'est diffusé dans les autres villes, italiennes. Mais Milan est le point d'entrée, en fait. Alors, popularisé en Italie par Antonio da Messine, donc un autre peintre en fait. En séparant le spectateur et le modèle avec une balustrade et en serrant le cadrage pour intensifier la présence du modèle. Bientôt la Joconde fera voler en éclats les derniers héritages du passé. Bah non, puisqu'il y a de la perspective atmosphérique. Mais suis, bordel. Excusez-moi, je craque. Hop. Non, par contre, c'est vrai que c'est un très 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 joli tableau. Enfin, de manière, quasiment tous les tableaux de Léonard sont jolis, hein. Faudrait quand même, hein. Bref. Et aussi, effectivement, donc on a l'influence de ces peintres flamands. On a aussi, là, ce motif de la balustrade qu'on retrouve dans plusieurs tableaux comme ça, dans plusieurs portraits de la Renaissance en Italie. Et c'est vrai qu'il y a ce principe que j'aime bien, de cadrage très serré, effectivement, où tu es vraiment confronté à la personne, en fait. Ça, là-dessus, ouais, c'est vrai que il y a cette intensité qui, en plus, taille derrière ce fond très sombre, qui met vraiment... qui va créer un contraste très puissant. Donc, t'es encore plus face à cette personne, tu vois, elle ressort extrêmement bien, enfin, elle a une peau très claire, donc ça ressort d'autant plus. Ouais, c'est un très très joli... un très joli portrait. Ça me fait penser un petit peu, c'est rigolo, ça me fait penser au portrait d'Ingres après. Voilà. Hop. Ah bah, elle est là, la belle jardinière. La dame à l'hermine, je vais y arriver. Après, ouais. Oui, oui. Par contre, c'est vrai que là, tu vois, ça, c'est un peu plus... Enfin, tu sens qu'en question de temporalité, celle-ci, tu sens qu'elle a été faite un peu avant. Par rapport à là, où c'est un peu plus assumé. Oh, qu'apparaît cette main. C'est marrant, ça fait presque main d'homme. Tu vois, la taille de la main. À mon avis... Mais ça fait grave main d'homme, hein. Je trouve, hein. Putain, la bestiole a l'air blasée, hein. La petite Hermine, là. Elle est trop mignonne. Ah là là. Et ça, pareil, tu vois, ça, c'est très... Ça a été ajouté plus tard, ça. Là, ça a été ajouté plus tard, ça. Très sombre, hein, comme tableau. Ce tableau regorge de double sens. Ah! Raffinée, modeste et humble, cette belle jeune femme n'est autre que la maîtresse de Ludovico... Ah oui, le mort. Moro, le duc de Milan. Charmante, certes, mais coquine aussi. Et comment tu juges? Enfin, juge non. Comment tu balances de la vie privée, là? Si l'hermine est le symbole de la pureté et de la modestie, elle est aussi le symbole de son amant. Le duc se retrouve ainsi cajolé dans les bras de sa jeune amante, qui le laisse s'abandonner délicatement tout en l'empêchant de partir. Ici encore, Léonard se plaît à représenter les mouvements de l'âme. Non mais, enfin, excusez-moi, je reviens là-dessus, mais c'est fou de... Charmante, certes, mais coquine aussi, tu vois, je trouve c'est pas très heureux, quoi. Enfin, je trouve ça lourd. Enfin, c'était sa maîtresse, quoi. Je sais pas, tu crois qu'il joue au Scrabble? Enfin, c'est...
puis le mais, tu vois, il y a un côté négatif, je trouve. Enfin bref, pardon, je m'égare, mais j'aime pas du tout cette manière de dire les choses. Parce que bon, qu'est-ce que ils font ce qu'ils veulent, quoi. On s'en fout. Alors, ici encore, Léonard se plaît à représenter les mouvements de l'âme. Il brille à représenter une gestuelle dynamique. En quoi c'est dynamique? Elle pose, ça bouge pas. Même la fouine, elle bouge pas. Enfin, l'hermine, là, je sais pas quoi, la bestiole, elle bouge pas. Elle fait même la petite pose avec les petites papates, là, comme ça, elle est trop mignonne. Le profil et le buste se tournent dans les directions opposées. Tandis que le regard envoûté et envoûtant s'enfuit vers l'extérieur du tableau. Oui, répétition. Tout cela évoque un mouvement léger et tranquille vers celui qui pourrait être son amant. Oui. Cette œuvre remarquable dans son apparente simplicité. Oh putain. L'apparente simplicité. Je te jure, là c'est pour switcher avec Génie. Il y avait une team, faut mettre Génie partout et il y a une team apparente simplicité, je pense. Commence à définir le portrait moderne de la Renaissance, un modèle qui sera ensuite repris pendant des siècles. Un contemporain de Léonard s'adresse ainsi à Cecilia Gallerani, la femme représentée. Remercie Ludovic, ou plutôt le talent et la main de Léonard qui t'ont permis de prendre part à la postérité. Génie, oui, mais modeste. Non. Je sais pas. Ah, ils m'ont fatigué avec leur postérité là. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas? Allez, avance, avanti. Elle a l'air tellement blasée, elle. Elle, on lui a trop sorti du génie et de l'apparente simplicité, je crois. Elle est vénère. Ginevra de Binci. Ok, cette femme ne nous semble pas très avenante au premier abord. Oui, c'est vrai. Avec sa peau d'une extrême blancheur et son apparente froideur. Et surtout le regard, quoi. Et quoique, là, quand tu fais un zoom, non, ouais. De plus, le cadrage est très serré et la proximité avec cette femme qui sort du tableau est presque gênante. Son nez large, ses joues flasques et son menton fuyant n'en font pas un canon de beauté pour l'époque. Putain, mais il balance, hein. On a compris, il kiffe l'autre. Il kiffe la belle, la dame à l'hermine, hein. C'est leur fantasme, visiblement. Mais cette impression de rigidité évolue en un sens, car sous la glace couve un feu intérieur. Elle aussi, c'est une coquine. Bref. Le tableau aurait été commandé par un certain Roberto Bembo qui entretenait une relation amoureuse mais platonique avec Ginevra da Benci. Le portrait devait refléter à la fois la beauté et la vertu de Ginevra. Ça fait penser à Minerva dans Harry Potter. Ouais. Et personne mieux que Léonard ne parvenait à fixer sur une toile l'âme d'un modèle par son regard, ses mouvements. Ouais, enfin c'était le seul qui était dispo à l'époque, hein. Hein? J'imagine. Allez, quel prestataire est dispo là pour faire un petit tableau de ma petite Ginevra? Non, je plaisante. Léonard était quand même très, très sollicité. Le front large est distingué de la jeune femme et le genévrier à l'arrière-plan qui évoque son prénom, bah oui, symbolise sa vertu. Son regard franc et assuré, presque dominant. La douceur de ses lèvres délicates et pulpeuses. Ah, ça y est, reparti. Ah, il est chaud. Il est chaud comme la braise, l'auteur. Et il peut pas s'empêcher, alors que c'est clairement dit, c'est une relation platonique, l'autre il est en mode foufou là. Hein. Oh là là, c'est fou ça. Subtilement colorés sont quant à eux les signes d'une femme forte et sensuelle. Et lui, il faut pas le lâcher dans une foule, hein. Il fait peur quand même. Hein. Enfin, c'est un portrait d'une femme, quoi. N'oublions pas que la posture de 3/4 était traditionnellement réservée au portrait masculin et que les femmes étaient en général de profil. Mais le respect que Ginevra inspire aux commanditaires explique sans doute ce choix. Enfin ouais, puis tout à l'heure, on voit que ça, des portraits de 3/4. Bon. Enfin, l'opposition des tonalités sombres et lumineuses contribue encore à mettre en valeur Ginevra au premier plan. L'inscription laissée par Léonard au dos du tableau résume parfaitement son propos. La beauté et la parure de la vertu. D'accord. Il aurait pu marquer derrière calme-toi. Calme-toi, c'est platonique. Tu es bien là, toi. Hein. Fais câlin.
C'est incroyable le détail des cheveux. Je te jure, elle joue flasque et tout. Ah, mais elle a quand même les lèvres pulpeuses. Oh, putain, c'est fou ça. Ah, et ça, c'est ce qu'on appelle un... Alors, je sais pas si c'est déjà le cas à la Renaissance, mais plus tard, on appelle ça un voile de vertu. C'est un petit voile transparent qui te permet de couvrir légèrement, on va dire, tout ce qui est au niveau du cou, enfin du haut de la poitrine. Ça va mettre tout ça. Ouais. Donc bon, incroyable. La pauvre, quoi. Comment elle s'est fait juger, quoi. Genre, t'as les joues flasques. Oh. Ou alors, derrière, il y avait marqué je t'emmerde. Joue flasque, la pauvre, quoi. Alors, est-ce que lui, il est représentant... Lui, c'est le beau gosse du coin, c'est ça? Alors, étonnant ce portrait d'homme, le seul qui nous soit parvenu de l'artiste. Une certaine rigidité s'en dégage, peu de mouvements, des contours un peu abrupts. Notons que certaines parties de l'œuvre, notamment le bonnet et le gilet, demeurent inachevées. Mais derrière cette apparente rigidité se cache encore une fois, quoi, quelqu'un de coquin? La magie de Léonard. On n'est plus dans le génie, on est dans la magie, d'accord? Tout réside dans l'expression du visage, pris entre la lumière et l'ombre. Pareil, une sculpture. Oui, ça c'est vrai qu'il y a un traitement de l'ombre assez intéressant par rapport à ça. Le musicien se détache du fond noir avec une netteté frappante. Si l'œuvre semble statique au premier abord... Ah, c'est encore du dynamisme alors qu'il bouge pas. Tout son dynamisme se concentre dans le regard et de la figure perdue dans le lointain. Introspectif, pensif, tout à fait. Il ne tient pas compte du spectateur, nous devenons les voyeurs de ses pensées les plus intimes, tout à fait. Dans ses mains, on déchiffre un canticum angelicum et quelques notes de musique. Il s'agit probablement de Franchino Gaffurio, un musicien et ami de Léonard à Milan. Comme souvent, Léonard préfère tirer le portrait de ceux qui sont proches plutôt que d'accepter les commandes prestigieuses de ses mécènes. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Bah non, on a très peu de portraits comme ça. Bref. S'en dégage un portrait vrai, dur. Donc sa manière à eux de dire qu'il est pas beau, mais on le dit pas trop parce que c'est un homme, ça va. Mais par contre la femme, on dit ouais, elle joue flasque. Hein. Mais qui sont toute l'intimité de l'âme du modèle. Ça fait surtout très début de carrière aussi. Ah ouais, c'est carrément pas du tout fini là. Hein. Tu vois le gilet Ah là là. Ah, attends. D'accord. Non, attends. D'accord, donc il y avait 3 spots. Ok, bah du coup là on a... Non, là-bas il n'y a pas un truc là-bas? Ah non, c'est le Saint-Jérôme, non? Mais si, là-bas il y a un truc là. Alors là... Hop, attends, là il y a une dame là. Merde, pardon, par là. Voilà. Ah, je crois que j'ai vu celui-là. À l'expo du Louvre. Oh, des fois, t'as des représentations de Vierge à l'enfant. Oh mon dieu, mais qu'il est moche ce bébé. Pardon. Je juge, pardon. Ce coup de taureau, grave. Ouais, il avait un coup de taureau. Alors, viens là, petit bébé. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il montre que c'est? Oh là là. J'ai trouvé les mots pour pas dire de choses offensantes. Alors, tu as tout un tas de... comment dire? C'est très compliqué de représenter le Christ quand il est bébé. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, on galère, vraiment. On galère parce que c'est compliqué de se dire, mais comment tu représenterais, toi, le Fils de Dieu? Est-ce que tu prends le... Tu prends quoi? Tu prends le fils du voisin? Tu prends ton fils? Enfin, c'est une question qui est pas simple du tout, quoi. C'est une question qui est très... Voilà. Qui est presque anxiogène hein, pour un artiste. Hein. Tu dis, mais comment on fait?
Du coup, on a parfois des sortes de petits adultes, parfois on a des bébés un petit peu étranges. C'est ce qu'on appelle entre nous les bébés moches. Les bébés moches de l'histoire de l'art. C'est vraiment toute cette production d'enfants qui sont... bah voilà quoi. En plus, en fonction du pays, tu peux les reconnaître. En Italie, ils ont ce côté très, très bien nourri, on va dire. Voilà. Ouais, bébé. Ouais, je sais. C'est pour ça que je dis, ouais, je sais que c'est un sujet un petit peu glissant. Mais voilà, donc on reconnaît notamment les bébés, voilà, bien nourris, parce que après aussi, c'est une réalité concrète. Salut Crassette, ça va? Donc voilà, donc en plus t'arrives, enfin je sais pas si t'étais déjà là avant, mais voilà, on parle des bébés moches. C'est horrible ce que je dis. Mais voilà, notamment, c'est aussi une réalité concrète, c'est qu'en gros, comme on avait souvent peur que les enfants meurent, on les nourrissait bien. Enfin, donc voilà, voilà. Voilà. C'est trop... Et du coup, c'est vrai là, dans les tableaux italiens, t'as souvent des bébés qui sont quand même bien portants. Et par exemple, en Allemagne, ils ont des tronches, mais... ouais, ils font peur, quoi. Enfin, moi, ils me font peur. Voilà. Du tout, je viens d'arriver en espérant que ça va bien par ici. Oui, ça va. Ça va. On est avec Léonard de Vinci. On n'est qu'un génie. Donc, voilà, on a des textes un petit peu... voilà, un petit peu... bref. Du coup, on s'amuse un petit peu autour de ça. Et là, on est face à cette Vierge à l'enfant. Enfin, on en a 3. Et donc, Vierge à l'enfant. On a ici... donc un bébé, voilà, ce que j'appelle un bébé moche. Bon, voilà, pardon. Mais c'est comme ça qu'on les appelle, voilà. Mais juste, vous tapez bébé moche Renaissance, vous trouvez des trucs, notamment vous avez un article sur Slate, je crois, qui parle de ça, enfin voilà. Donc bon, voilà. On assume ce terme-là. Et du coup, là, on a comme je vous disais, on a bien montré aussi cette préfiguration du destin tragique du Christ. Là, notamment, c'est avec le... C'est quoi, ça? C'est un... Non, c'est pas un chardon, c'est un œillet. Attends. Oui, c'est un œillet, voilà. En gros, on a quelques éléments comme ça qui sont censés préfigurer la mort du Christ. On a... tu as lorsqu'il joue avec un petit oiseau. Il y a ce côté fragile et innocent de l'oiseau qui... voilà, t'as la brebis... Enfin, l'agneau, pardon. Oui, je me mets du côté... Je mets de côté l'article, il a dû avoir une belle collection en effet. Ah oui, voilà, ouais. T'as même, je crois, quelqu'un qui avait... Alors, je sais pas, c'était peut-être pas un compte Insta, mais c'était un compte Tom Beller, mais bon, voilà, je crois pas qu'il soit encore très maintenu à jour. Mais si, ça c'est très rigolo. Les bébés moches de la Renaissance, c'est très très drôle. Il y en a déjà au Moyen-Âge. Hein. Alors attends, qu'est-ce que... Alors, petit tableau votif. Donc, en gros, ces genres de tableaux qui sont pas de très très grande taille, c'est parce que les personnes aiment bien avoir ce genre de tableau comme ils aimeraient avoir la Bible chez eux pour leur prière ou pour méditer en toute intimité chez eux. Donc, c'est pour ça qu'on parle notamment de petits tableaux de dévotion privée. Alors, ça a été peint par l'atelier de Verrocchio et probablement réalisé par Léonard. Donc un sujet qu'on peut se recueillir, oui, effectivement, la Vierge Roi, pardon. Oh, pardon, dis donc. Ici, le sujet est celui de la Madone, donc Marie, qui porte l'enfant sur ses genoux. L'œillet est là pour rappeler la passion à venir et les clous qui seront plantés dans la croix. Pareil, le chardon aussi, hein, ça préfigure la souffrance du Christ avec notamment la couronne d'épines. Enfin, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça. À cela s'ajoute le muret qui sépare la Madone du spectateur sur lequel repose le voile de la Vierge. Où ça? Attends, j'ai pas vu. Où ça? Ah, ça là? D'accord. Je pensais qu'elle était un peu debout en fait, ok. Bah oui, puisque là, le petit bébé est sur un coussin. D'accord. Alors, le muret, donc ça rappelle l'autel d'une église, le lieu de l'Eucharistie, le sacrement essentiel du christianisme qui commémore et perpétue le sacrifice
du Christ. Alors, ce tableau de jeunesse, un peu contraint par la tradition, témoigne malgré tout du génie précoce de Léonard. Oui, dès que je vois le mot génie, je crie. Donc, je crie tout le temps. L'harmonie de la composition pyramidale. Est-ce qu'on va avoir fausse simplicité? Apparente simplicité, on va voir. L'harmonie de la composition pyramidale, d'abord mise en branle par le geste de l'enfant qui perfectionnera dans la Madone au fuseau 30 ans plus tard. Le paysage à l'arrière-plan. Ensuite, où les montagnes bleutées s'élèvent en perspective dans une atmosphère suggestive. D'accord. Et toujours le sfumato qui permet... Où tu vois le sfumato, là? Il n'y a pas de sfumato, là? Ouais, bon, d'accord. Qui permet à Léonard de rendre toute la douceur de la scène en glissant avec transparence d'une couleur à l'autre, ouais. Sans jamais marquer le cerne, ce trait sombre qui définit le contour des formes et délimite les couleurs et les plans. Ouais. Oh putain, quelle tête il fait ce pauvre petit bébé là. Toc. Madonna Benoît. Alors, avec cette Madone... Oh, elle fait tellement jeune. En fait, on dirait une sœur qui joue avec son petit frère. C'est marrant. Très jolie sa coupe de cheveux. Bref. Oh, le traitement des drapés est très joli ici. Puis là, voilà. Là, tu as le fameux nimbe. Et c'est pas une auréole, c'est un nimbe. Le sfumato, pour une personne qui a quelque peu évité ses cours d'histoire de l'art il y a fort longtemps. Le sfumato, en fait, c'est une technique... le terme fait penser à fumer. En fait, c'est une technique où tu vas superposer différentes couches de peinture à l'huile pour créer un effet un peu brumeux. Donc la Joconde, elle est complètement en sfumato. Enfin voilà, c'est ce côté très... J'allais dire presque onctueux, toi, très doux, très, très vaporeux, ouais. Mais je trouve, enfin, dans l'œuvre précédente, moi je trouve pas qu'il y en ait. C'est juste que la photo est dégueulasse en fait. Hein. C'est que la photo est pas de grande qualité. Hein. Parce que pour moi, il y en a pas ici. T'en as. Non, même pas elle non plus. Elle en a pas. T'en as à la rigueur. Non, là c'est trop de jeunesse là. Non, il y en a pas. Non, bah c'est la. Ah ouais, j'ai pas vu là-bas le. D'accord. Ah, mais j'ai pas vu ça. Bon, on a bien fait de revenir. Voilà. Avec. Bah, tu le vois aussi sur le Salvator Mundi, quoi. Ouais, c'est une technique bah, que vraiment Léonard a mise au point. Tu vois, c'est ce côté-là très. Comme s'il y avait un petit côté nuage de fumée, mais pourtant, tu vois, il y a quand même du détail. C'est ça en fait, hein, c'est ça. Alors tu vois, ça tranche bien avec les mains, par exemple là, où là les motifs de broderie sur la tenue. Et ben par contre, le visage, ouais, tu sens ouais, comme s'il y avait un voile, je sais pas d'autre, une sorte de voile vaporeux. Ouais. Toc. Côté brumeux, un peu sorti d'un rêve. Ouais. Ouais. Top. Alors, on était sur celui-ci. Léonard parvient à l'aboutissement de ses recherches sur le thème et il rompt complètement avec le style de son maître Andrea Verrocchio. Malgré la dimension sacrée de la scène, rendue par les auréoles, les nimbes, on croirait voir une mère et son fils très humains. Ah, je crois que quand on dit auréole, c'est quand c'est plein. Non, bah non. Non, on parle de nimbe. Ouais, je sais pas pourquoi. Il suffit d'observer à quel point cette scène nous paraît naturelle et familière, intime et vraie. Oui, c'est vrai. Léonard semble avoir capturé l'instant, le geste de la mère du fils sur le vif. Marie est assise avec nonchalance, la jambe repliée, elle sourit à son fils, avec ses dents à peine dessinées, son front bombé, ses grosses joues. Hein, t'as des bouts de joues, hein? Voilà, pardon. Mais elle fait tellement enfant, quoi.
Comme une femme réelle avec ses défauts physiques. En quoi des grosses joues, c'est un défaut physique? Ah, le jugement, quoi. Ah, ça m'énerve. Jésus est dodu et replet, les bras et les jambes potelés comme un enfant. Oui. Eh, tu dis pas là qu'il a une grosse bosse, là, hein? Tu le dis pas, là? Non, bah, voilà. Pardon. Léonard ne cherche pas à idéaliser la scène, mais à la rendre vraie et tendre. Et pour que le spectateur y accorde toute son attention, l'artiste fait quelque chose d'inhabituel. Sa fenêtre ouvre sur un personnage vide, sur un paysage vide. Pas de montagne bleutée qui se perdent à l'horizon. Cet espace vide rend la présence de la Madone et l'enfant Jésus plus vive, plus chaleureuse dans cette lumière sombre et diffuse. Du même coup, cette imprécision place directement la Madone dans une dimension spirituelle, en dehors du temps et de l'espace matériel du spectateur. Why not? Je viens de regarder l'auréole, c'est le donut, et nimbe, c'est le cercle plein autour de la tête. D'accord. Mais il y a... Donc quand c'est le cerceau, on parle quand même d'auréole. Ah oui, c'est ça, effectivement. Ouais, t'as dit quelque chose. Donc là, effectivement... En fait... Donc là, effectivement, on est sur... D'accord, c'est à cause du petit ray de lumière, là. Ouais, ok. Ok. Madonna Lita. Il a l'air blasé, le petit, là. Ouais, ça va, c'est bon. Ça va, ça le fait, c'est du bon lait. Très joli, là, le... Enfin, les vêtements, là, tout de même, ils sont très jolis. Là, tu as un bleu lapis incroyable. Donc, c'est un bleu qui coûte très très cher, qui donne cette intensité vraiment incroyable. Bah ça, tu vois, tu m'aurais montré ça. Tu me dis, c'est qui, ça? Bah, pour moi, je dirais pas que c'est de Léonard, hein, ça. Hein. On va voir vraiment de la jeunesse, quoi. Ah oui, aussi, t'as très souvent des représentations comme ça. Ah bah là, tu vois, t'as le petit piou-piou, là. Je crois que c'est une... Ah, je sais plus quel oiseau c'est. Je sais plus si c'est une mésange ou... Ah, c'est un autre, je crois que c'est un autre type d'oiseau. Et ça, voilà, c'est une préfiguration de son sacrifice, en fait. Eh, il est pas trop mal, ce bébé-là, hein. On est bien, hein. Il est... Question proportion et tout, on est dans quelque chose de réaliste. Bon, voilà, c'est juste que le sein de la Vierge, très souvent, il est représenté très très haut. En général, hein, dans les... Enfin, ça arrive souvent. Alors, voilà une œuvre dont l'attribution fait débat. Bah, tu m'étonnes, j'avoue. Ouais. Léonard, pas Léonard. Il est fort probable que cette œuvre ait, en réalité, été exécutée par son atelier sans intervention directe de sa part, mais sur un modèle qu'il aurait dessiné-composé. Ouais, c'est tout à fait... Ouais, complètement. On retrouve... Bah, surtout pour la date, hein, c'est 1490. Ouais. On retrouve des caractéristiques très chères à l'artiste. Le paysage bleuté... Mais arrêtez avec ça! Oh! Bref. Mais ils peignent tous le paysage bleu comme ça, quoi. C'est pas lui qui l'a inventé, arrêtez. Mais là, je trouve que ça m'énervait. Sabine, tu vas te calmer, t'es pas sur une partie de Crash Bandicoot, là, je sais. Mêlant des couleurs chaudes et froides qui se perdent dans un horizon infini. Où tu vois les couleurs chaudes, là? C'est du bleu. Bref. Ah, ça m'énerve. Non, mais tu vois, c'est ça que j'aime pas. Ça, tu vois, c'est des... Enfin, c'est quand ouais, le métier que t'aimes qui est poussé dans un... Moi, j'appelle ça un délire. Mais voilà. C'est très chaud pour un bleu. Allez, à la rigueur, là, t'as un petit peu de rose, allez. À la rigueur, on peut leur donner ça, tu vois. Peut-être qu'il y a un petit peu de rose, là. Mais... En fait, j'aime pas. J'ai l'impression que les gens essayent de voir absolument quelque chose, en fait. Tu vois, qu'ils essayent de trouver, de raccrocher des wagons. Alors que parfois, il n'y a pas de wagon à raccrocher, en fait. Enfin, moi, je vois ça, je pense pas à Léonard, en fait. Je pense pas à là, je pense pas à des couleurs bleu chaudes. Je me dis pas, mon Dieu, les montagnes en bleu comme ça, perspective atmosphérique, c'est du Léonard. Bah non, les gars. Non, ça existait avant. Oui, par contre, c'est vrai qu'il y a une très très belle... un très beau contraste entre le... Voilà.
Mais aussi la subtilité des expressions savamment intriguées par des contours non définis, le fameux sfumato de Léonard. Je vais même plus commenter. Bref. Manteau bleu vif et sa peau diaphane, des taches de la pénombre, tout à fait. L'enfant Jésus boit calmement à son sein et lance un regard interrogateur au spectateur. Avez-vous remarqué ce que je tiens dans ma main gauche, à moitié dans la pénombre? Ah voilà, c'est chardonneret, c'est ça. Ouais, c'est un oiseau qui aurait aidé le Christ à nettoyer ses plaies lorsqu'il saignait sur la croix. Oui, c'est pour ça qu'on représente ce petit pupio. Mais il y a aussi le côté fragile hein, de l'être humain qu'on retrouve là. Si cette scène d'amour maternelle est tendre et touchante, ce petit oiseau vient nous rappeler le destin de l'enfant voué au sacrifice. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est un génie, donc tout doit avoir une explication. Mais oui, je sais bien. Je sais. Et oui. Tout à fait. Alors, ah bah tiens, tu vois, là, on voit des carnets. Tu vois, là, pardon. On a des représentations, les muscles, du corps humain. Là, c'est quoi? C'est le cerveau? Je vois pas très bien. Là, comme ça, j'aurais dit le cerveau, tu vois, mais ouais, j'ai l'impression que c'est le cerveau. Là, tu as un enfant, voilà, qui était apparemment dans le ventre de sa mère. Donc il y a de tout. Hein. Et il y avait ces carnets dans l'expo, c'était très joli. Alors on n'a pas vu là-bas. Par contre, ces carnets doivent être quelque chose à zioter de près. Ah oui, ces carnets, c'est... Mais voilà, les carnets, pour moi, ces genres de trucs, tu peux analyser autant que tu veux, donc tu arriveras à trouver des informations, mais il y a plein de choses que tu n'arriveras pas à comprendre, ou... Enfin... Tu n'arriveras pas à, voilà, à tout retranscrire voilà, dans le... Enfin, il y a forcément des clés de compréhension de lecture qui te manqueront, quoi. Oui, c'est de Verrocchio. Ah, c'est les deux, ouais, c'est de Vinci et Verrocchio. C'est du featuring. Donc le baptême du Christ. Et donc voilà, donc Saint Jean-Baptiste, le voici adulte, qui est habillé d'une magnifique petite fourrure. Non, pardon. Non, on le représente. Par contre, voilà, sans déconner, on retrouve très souvent, on le représente avec une fourrure en fait animale. Enfin oui, voilà, avec une peau de bête sur lui. Et donc c'est lui qui a baptisé le Christ. Alors ce tableau était une commande passée au maître de Léonard, Verrocchio. Mais Verrocchio laisse le jeune Léonard achever la peinture, parce que c'est un génie. La légende veut que lorsque le maître découvrait le travail de son élève, il décida de ne plus jamais peindre. Ah là là. Oui, c'est plutôt dit, bon c'est bon, c'est l'âge de la retraite. L'élève avait dépassé le maître. Mais arrêtez, quoi. Genre, il va s'arrêter de peindre parce que t'as le chobilout, là, qui dépasse le maître. Mais non, il va continuer. Enfin, c'est... Enfin bon. Ça se trouve si, mais... Moi, ça me fait toujours délirer, ce genre de légende et tout. Après, ils le disent, hein, c'est une légende. Voilà, ils le précisent bien. Bon. Cette légende est sans doute vraie. Ah, bon, on n'est plus dans la légende. Puisqu'on ne connaît aucune œuvre de Verrocchio postérieure à celle-ci. Selon l'état actuel de nos connaissances, mon petit chat. Et on ne sait pas. Pense à toutes les œuvres qui ont disparu ou les œuvres qui ne sont pas signées. Est-ce que rien que là, tout à l'heure, ils nous disent, oui, voici la seule œuvre de Léonard signée. Mais du coup, comment tu peux savoir que Verrocchio, il a arrêté après ça? Hein? Tu l'ouvres moi ta grande... Bref. Pardon, je m'égare. Non, par contre, plus sérieusement, il faut jamais oublier que... Voilà, et ça, c'est mon côté pragmatique qui est toujours là. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qui nous reste. Ça se trouve, peut-être que Verrocchio a arrêté de peindre après, surtout qu'en plus, à la base, c'est plus un sculpteur, donc bon, bah voilà. Peut-être qu'il a arrêté de peindre parce que ça l'a gavé de voir un show comme ça, d'une quinzaine d'années, même pas, peindre, ouais.
Peut-être que ça, peut-être qu'il dit, bah, il est temps de moi de passer à la retraite. Peut-être qu'il a passé le temps à former le petit et d'autres, hein, parce qu'il était pas tout seul dans l'atelier. Peut-être qu'il a effectivement continué, on a perdu les œuvres, il les a vendues, elles sont dans des collections privées. Enfin, c'est ça en fait. On ne sait pas. Donc bon. Alors, Léonard a peint l'ange de profil à gauche du tableau. D'accord. Ok. A repris le corps du Christ ainsi que sur le paysage. Il a fait le cocotier là. C'est très marrant ce pas. Ah, donc là, on a un nimbe. Puisque c'est plein, c'est un disque plein. Alors attends. On note la différence avec le reste de l'œuvre, plus abrupte, plus dégueulasse. Parce que c'est pas du Léonard, tu vois. Les traits plus francs. Chez Léonard, les traits expriment toujours le mouvement, la douceur et la vie. Parce qu'il n'y a que Léonard qui compte. Loué soit Léonard. Léonard, tu es le génie. Calmez-vous, calmez-vous. Le paysage se déploie naturellement jusqu'à l'infini. Ça aussi, c'est un mot qu'ils aiment bien, c'est l'infini. Hein. Ils baignent dans une lumière chaude qui se fond dans le bleuté. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce chaud dans le bleu? mais sérieusement? Non, si. Alors là, par contre, sauf si c'est... je ne sais pas, là, c'est quoi, là... Enfin, tu vas pas me faire croire que le ciel est vachement travaillé. Enfin, t'as ce palmier, toi. Il est très drôle. Ça fait très flashy, hein, les couleurs. Hein. Là, le nimbe, il pète en couleur. Hein, donc, il doit être parce que c'est de la dorure. Mais oui, prions, Léo. Par contre, c'est vrai que le traitement du buste est incroyable. Hein. Très joli. Le thème du baptême du Christ renvoie à l'épisode où Saint Jean-Baptiste asperge le Christ lorsqu'il se baigne dans le fleuve du Jourdain. Il faisait une bagarre dans l'eau, tu sais. Bref, pardon. Le palmier à gauche symbolise l'arbre originel, le paradis. Il évoque sans doute la rédemption, la victoire de la vie sur la mort. Ou alors ils n'avaient pas de place, il dit vas-y Robert, fous un palmier là. Non, voilà, là je troll. En haut, les mains de Dieu envoient l'Esprit Saint, symbolisé par la colombe qui provoque la fuite de l'oiseau prédateur. Ah oui. Tout à fait. Mais laisse-moi tranquille, toi. Hop. Toc. Ah, et là, qu'est-ce qu'on a de beau, là? L'adoration des mages, je connaissais pas du... Ah oui, l'Osophice. Je me rappelle pas l'avoir lu, tiens. Vu. Alors, ce tableau inachevé de Léonard est un trésor pour ceux qui cherchent à voir le génie en action. Même dans les plus infimes détails. Ah oui, il fait... Ah oui, il est pas petit en plus, hein. Il fait 2,40 m. D'accord, malgré la taille du tableau, malgré la préparation qu'il nécessite, on est ébloui par la virtuosité de Léonard pour représenter les figures, pour modifier visiblement la composition par des esquisses spontanées. Bah, c'est une esquisse, quoi. Enfin, il n'est pas fini. Parce que ça, n'importe quel tableau peut ressembler à ça, tant que... Voilà. La taille des toiles m'impressionne toujours. Bah oui, parce que parfois, là, pour moi, ça fait très petit. Visuellement. Enfin, tu vois, il y a ce côté... Enfin, tu m'auras demandé, oh là, à ton avis, ça fait combien? Bah, je t'aurais dit, bah, je sais pas. Je t'aurais dit max 1,30 m, quoi. 1,20 m par 1,30 m. Mais ouais, 2,46 m, là. Balèze, hein. Alors, ce tableau frappe particulièrement par la vérité des personnages et de leur expression, qui dépeignent tout un panel d'émotions. Léonard aimait représenter l'âme en mouvement. Ouais. La scène de la Nativité, c'est-à-dire l'adoration du Christ par la Vierge, Saint Joseph, les rois mages, les bergers et les foules venues s'attrouper dans les tables, est donc propice à l'exploration de ces expressions. La scène apparaît presque trop mouvementée. C'est trop mouvementé, les gars. Calmez-vous. Calmez-vous. Arrêtez de bouger, là. Toi, tu lèves trop la main, là. Arrête.
Bon. Je troll. Compte tenu de l'événement qui se produit. À l'arrière-plan, des chevaux... Oui, par contre, c'est vrai que là, la scène avec les chevaux, il y a du mouvement, là. Les chevaux se cabrent, des vieillards grimacent de surprise et se tiennent le front d'étonnement. Ah ouais, où ça? Ils sont où les vieillards? Et puis on peut pas plus zoomer que ça, donc c'est un peu particulier. Alors, seuls Marie et Jésus parviennent à rééquilibrer l'œuvre par le calme qui dégage. Ouais, t'as ça, mais t'as aussi, là, tu as les arbres qui vont donner cette force structurelle au tableau. Enfin, c'est une ligne qui va planter, enfin, voilà, son jeu de mots avec l'arbre, mais tu vois, c'est une ligne qui va donner justement un non-mouvement. T'as ça, t'as derrière l'architecture aussi, donc c'est globalement... Lui, pareil, hein, il bouge pas du tout. Mais il a l'air très beau, ce personnage-là. Enfin, ouais, par contre, oui, il y a un juste équilibre, mais il n'y a pas... Il n'y a pas pléthore de mouvements non plus, quoi. Enfin, c'est... Là, tu vois, t'as... Les gens, ils regardent, ils sont posés tranquillement. Hein. Ouais, par contre, effectivement, c'est bien chargé. Je suis bien d'accord. Parce que là, c'est un aspect inachevé, donc on voit pas le... Là, tu vois, là, ici, là, la foule, là... tout à fait. Du coup, c'est quoi? C'est huile sur bois aussi, ouais. Ouais, ok. Attends, je regarde. Vite fait, qui a fait le truc, là? Mais du coup, je me demande qui a fait ça, là? Qui a... Parce que je sais que j'étais un peu dure dans ce que je dis. Enfin, et encore. Je pense que je suis dure, mais juste globalement dans ce que je dis. Donc je pense que voilà. Je pense qu'on a fait le tour là de cette petite expo. Ce qui était quoi? Pardon. Oh là là. Oh, pardon, je suis désolée. Dites-moi dans le chat si vous venez de bailler, si vous êtes des personnes empathiques. Donc non, après voilà. Après c'est vrai que c'est un travail. C'est compliqué de faire une exposition, hein, même si elle est encore, enfin non pas plus, mais même si elle est virtuelle, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que ouais, les textes, c'est un petit peu. Enfin, il y a une différence entre faire un propos qui se veut pour le grand public et waouh et nous pondre la même tisane. Oui, c'est très figuré. Nous sortir la même chose avec les mêmes expressions que tu as absolument calées. Enfin, c'est ça que je trouve un petit peu. Enfin, t'es pas voilà. Pour moi, tu peux faire apprendre plein de choses sans pour autant ressortir la même soupe, quoi, tout le temps. Là, c'est effet expo. Après 2 heures de piétinement sur place et autres, ça fatigue. Pour dire qu'une expo virtuelle parvient à me fatiguer physiquement, c'est fou quand même. Je te jure. Donc ouais. Ouais, voilà. Donc, mais c'était sympa de revoir du Léo. C'est ça c'était ça l'objectif. Hein. C'est voilà, c'est l'idée, c'est moi de vous apporter aussi ce côté. On fait ensemble une expo virtuelle. J'apporte des éléments complémentaires et puis on papote autour de ça. Parce que en général, une expo virtuelle, ça. Enfin, aucune expo virtuelle n'est parfaite, ça c'est clair. Puis en plus, pour moi, tu as toujours besoin d'explications en plus parce que c'est pas simple de transmettre des éléments sur un artiste, sur un courant et tout. Tu t'oublies toujours des choses parce que quand t'es dedans, enfin, parce que j'ai déjà fait une expo, donc je sais ce que c'est. Voilà, t'as la tête dedans. Et parfois, tu expliques des trucs, mais t'oublies que toi, t'es tellement dedans que tu sais plus en fait ce que autour de toi, ce que t'as. Voilà. Mais bon, là. Voilà, ça m'a un petit peu gavé la surcharge, du mot génie. Voilà, enfin, tu sens qu'en gros, c'est qu'ils essayent un petit peu de caler ce qu'ils peuvent. Voilà. Puis tout dépend du public visé, j'imagine. Oui et non. Enfin, là, de balancer c'est un génie, c'est un génie, c'est un génie. Enfin, en gros, n'importe qui est saoulé au bout de 2 minutes, quoi, je pense, avec ça.
C'est limite de la croyance à ce niveau-là. Ouais, voilà, tu vois, il y a ce côté que j'aime pas, en fait. Ce côté, à la limite, t'as pas le droit de critiquer, c'est Léonard. Ok, pardon. Enfin, tu vois, il y a ce côté un petit peu personne à vénérer. Enfin, il y a ce côté que je trouve un peu gênant, quoi, et qu'on retrouve dans notre société actuellement voilà, voilà, là, c'était pas leur but, évidemment, mais tu vois, t'as des personnes qui vont croire des sortes de gourous parce qu'ils savent vraiment mettre en avant ce côté-là, et voilà, moi, ça me gêne toujours, ce côté, c'est un peu péremptoire, quoi. Ah, il y avait un bingo, mais oui! Ouais, voilà, un culte de personnalité, oui, voilà, c'est exactement ça. Moi, ça me gêne un petit peu, quoi. Gourou, ouais, voilà. Non, mais Sabine, t'as pas le droit de critiquer, c'est un génie! Je sais, pardon. Pardon, je vais me priver de manger ce soir pour faire pénitence. Aucune vision poétique aussi. Ouais, voilà. Enfin, moi, ça me gêne. J'aime pas qu'on essaie comme ça de... Tu sais, c'est comme on essaie de te foutre dans la bouche plein de bonbons, quoi. Au bout d'un moment, t'en as marre. Alors, tu vois, te donner un petit dragibus, pas de marque, par-ci, par-là. Te dire, oui, bah... Et puis après, j'aime pas qu'on te dise, tiens, c'est un génie. Tu peux le dire une fois, voilà, et puis après, tu peux expliquer pourquoi c'est un génie. Et surtout pas en racontant n'importe quoi avec la perspective. Enfin, même moi, la perspective atmosphérique, ça m'énerve parce que c'est complètement faux, quoi. C'est pas bon. Enfin, c'est. Scientifiquement, c'est un peu plus faux. Ah bon. Brûlons ces créateurs d'articles. Chat de Pyrman. Tout à fait. Enfin, non, pas tout à fait. Voyons, mais non. Non, puis après, voilà. On pourrait nous dire, ouais, mais c'est du gratuit, machin. Oui, mais bah non. Bref, non, je vais être méchante. Je me mords la langue. Un jour, je me lâcherai. Ah là là, terrible. Hein. Mais après, voilà, c'est quelqu'un qui passionne, Léonard. Et c'est normal. C'est vrai qu'il est passionnant. Essaie de canner cette expo virtuelle. Bah, ils ont dit que c'était pour les 500 ans de... Alors, c'était quoi? C'était de la mort? Je sais plus c'était quoi. Allez, on y va, là. Hop. Et il veut plus. Tu vois, je pense qu'il y en a trop marre que je bâche. Ah, parce que j'avais qu'à tourner. Bon, réfléchis, Sabine. Alors, c'est l'occasion des 500 ans de sa mort. Et il est mort en 1519. Donc, c'était il y a 3 ans, du coup. Mais attends, me dis pas que l'expo du Louvre date d'il y a 3... Mais non, c'est pas possible. Non, l'expo du Louvre, elle date de... Enfin, c'est pas en lien avec le Louvre, hein, c'est juste que... voilà, je me demande si c'est pas fait un peu... Donc, il y a 3 ans. Ah, génie, ici. Hop. J'aimerais bien faire un CTRL F. Génie. Pour voir le nombre de fois qu'il apparaît. Regarde. Tu vois? Voilà. Bim, 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 bim. Ah non, là, ça compte pas, c'est ingénieur. Ah, et là, il y a ingénierie, pardon. Ouais, ok, on en tire 2. Donc, t'as 4 fois. Ah, attends, il y a là-haut peut-être aussi, non? Ah, voilà, 2 fois ici. Et c'était quoi? C'est simplicité aussi qu'on avait. Est-ce qu'il y a simplicité? Mais si, il y a... Attends, merde, c'est moi qui sais plus écrire. Hop, voilà. L'apparente simplicité, l'apparente simplicité. Ça fait penser... chez Léonard, l'apparente simplicité... Attends. Ah oui, là. Il n'est jamais d'égal pour mêler le génie et l'apparente simplicité. Tu sais, ça me fait penser à... Pareil, dans Kaamelott, quand t'as Merlin qui parle des colonnes. Ah, merde, comment il dit ça? Ah, le machin le dispute à la grandeur, je sais plus comment il baragouine son truc, et c'est pareil, c'est de la phrase complètement plan-plan. Le magnifique ne dispute pas... Ah, je sais plus. Ouais, voilà, c'était deux mots qu'il fallait absolument sortir pour parler des colonnes de Rome, enfin des monuments romains. Voilà, la grandeur ne le dispute-t-il pas à la magnificence? Merci. Voilà, tu vois, ça me fait penser à ça. Et c'est des expressions que j'aime pas du tout. Enfin, j'aime bien, comme Astier, j'aime bien m'en moquer. Mais je trouve que c'est plan-plan. Ouais, c'est ça, c'est...
Je crois que c'est ça, ouais, l'immense ou la grandeur. Ouais, c'est ça. Dispute-t-il pas la magnificence Ouais, c'est un truc comme ça. Donc bon. Ah, tu as. Alors c'est quoi? Rendez-vous compte de la magnificence de ces colonnades. L'imposant ne le dispute-t-il pas à la majesté? Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Et là, on vient de faire ça pendant... on vient d'en lire pendant 2 heures. Pour briller en soirée, resto, confinement autour d'une coupette. Mais tout à fait. Tu balances les phrases apparentes simplicité. Et là... Et encore une fois, j'avoue, c'est quelque chose que j'utilise aussi de temps en temps. Mais franchement, c'est pas autant. Enfin, c'est vraiment... Mais oui, il faut briller en soirée resto. Tout à fait. Bah voilà, moi, en bâchant comme ça, je vais pas briller dans les soirées resto. Hein. C'est terrible. Bon, allez. Tiens, je ferais bien un petit peu de GeoGuessr là pour finir là, sur ça.